Une marche en forêt, c'est pas ça qu'on conseille pour la première date. Ouais. Okay. C'est un exemple, c'est un exemple overall. Ouais. Non, mais c'est parce que, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait précédemment là par rapport à la féminité et tout. Si tu veux que la fille, elle ait l'air un peu cute, c'est compliqué là. Si elle est habillée en full sport avec des grosses souliers de rando, là, tu sais, c'est moins le fun. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de l'Instant Présent. On se trouve aujourd'hui à Intermezzo Montréal, une agence de dating et de matchmaking. Je suis ici dans leur studio aujourd'hui avec Joseph Nguyen, mon partenaire, et Margot, la matchmaker. Salut! Alors, bonjour Margot, j'espère que tu vas bien. Ça va bien et vous? Oui, super. Alors, on voulait commencer dans le fond notre entrevue en te demandant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'Intermezzo puis de qu'est-ce que vous faites, les services que vous offrez et tout ça? Alors, nous, on est une agence de rencontres personnalisées. Donc, c'est vraiment comme une agence. Ça n'a rien à voir avec un site. Ce sont des matchmakers, donc comme moi puis mes collègues. Puis, on travaille avec des clients qui viennent vers nous parce qu'ils recherchent des rencontres sérieuses. Puis, ils ont envie de quelque chose de nouveau. Enfin, je pense qu'on va en parler après. Là, puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Dans le fond, alors là, on va passer au volet « Apprendre à connaître le rôle de matchmaker ». Alors, pourrais-tu nous dire ce qu'il faut pour être une bonne matchmaker? Alors, ça prend plein de belles qualités. Non, pour vrai, dans les qualités, ça prend de la patience. Je les ai écrites, donc je vais les lire pour tout m'en rappeler. Ça prend de la patience, du calme, de l'écoute. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a une partie matchmaking. Donc, quand on met les dossiers ensemble, c'est comme quand on compare les dossiers, on essaye de faire les meilleurs matchs, etc. Puis, il y a aussi une partie plus service client. J'aime pas trop ce mot-là, parce que c'est pas non plus... On n'est pas un centre d'appel, tu sais. C'est comme... C'est plus smooth. Mais ça prend vraiment de la patience puis de l'écoute, de genre faire un suivi téléphonique avec les clients après la rencontre. Faut être capable de sizer l'énergie de la personne aussi quand tu la rencontres. Donc, comme on disait, là, même si on n'a pas rencontré... Enfin, moi, j'ai pas rencontré 100% des clients. On les a tous rencontrés, mais moi, personnellement, je les ai pas tous rencontrés. Mais ça prend l'habilité de les sizer, d'être capable de décrire la personne à ta collègue. Et puis, également, d'être capable, par téléphone aussi, de sizer l'énergie. OK, je comprends. Donc, ça, c'est vraiment être capable de cerner quelqu'un. Mais dans le fond, il y a un peu un aspect thérapeutique à tout ça, qu'il faut que tu aies un certain lien d'empathie avec la personne avec laquelle tu travailles. De l'empathie, oui. J'irais pas jusqu'à dire le mot thérapeutique dans le sens où moi, je suis pas formée en psychologie, je suis pas formée comme médecin, je peux pas poser un diagnostic. Mais par contre, c'est sûr que y a de l'empathie puis de la compréhension. Après, il faut aussi être objectif. Comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir garder une distance tout en étant impliqué auprès des dossiers des clients. Mais tu sais, si les clients pleurent, ça peut pas non plus nécessairement m'accompagner jusque chez moi. Il faut aussi que je sois capable de l'accompagner, mais de garder une distance raisonnable. C'est ça, je comprends. OK. Puis dans le fond, là, tu parlais des 5 personnes, mais est-ce que l'approche de matchmaking se fait au travers d'un système standardisé avec les clients, ou est-ce que tu approches chacune des situations avec les besoins spécifiques de chacun d'entre eux? Le mot standardisé, ça me fait rire, je suis désolée. Ouais, mais c'est standardisé dans le sens que... Un protocole à suivre. Mais c'est un protocole à suivre, c'est ça. Mais oui, mais en plus, ça fait du sens. Pour vrai, on a une partie qui est un peu standardisée dans le sens où sur les portfolios, on a des questions qui sont basiques. Puis ça, c'est sûr qu'on est obligé de les poser, comme c'est quoi l'âge maximum auquel tu es ouvert pour rencontrer quelqu'un? Et tu es ouvert à rencontrer sur la rive sud, sur la rive nord, à Montréal. Ça, c'est sûr que c'est comme standardisé. Mais après, il y a quand même une approche personnelle dans le sens où la manière de faire un portfolio, c'est différent avec 100% des clients. Comme par exemple, si je fais un portfolio avec toi, peut-être que genre, je vais le mener d'une certaine manière, que ça va être une discussion. Puis si je le fais avec toi, peut-être que tu vas être moins expressif, donc peut-être que je vais être obligée de plus te poser de questions. Ça dépend comment les gens sont aussi. Et c'est ça, c'est s'adapter aussi aux gens que... Ça répond? Oui, ça répond à la question. Je voulais savoir, est-ce que le coaching se fait dès le début de ton entretien avec le client? Ou comment est-ce que tu apprends, dans le fond, à connaître le client? Puis c'est quoi les critères pour toi pour te baser à procéder à l'évaluation des besoins pour la personne? Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait auparavant, là. Le fait que le coaching, c'est en fonction de comment les gens sont prêts à le recevoir et de quand ils sont prêts à le recevoir. Donc ça commence dès le début. C'est sûr que si je vois quelqu'un qui a...
ça va pas comment il est habillé ou comment elle est habillée, si ça fonctionne pas, c'est sûr que si la personne est ouverte à le recevoir, c'est tout dans notre intérêt, puis dans son intérêt à lui, quand je dis lui, je parle du client là, lui, elle ou lui, dans son intérêt de le recevoir dès le début, parce que c'est bien si le processus commence d'un bon pied. Toutefois, si la personne n'est pas prête à recevoir un coaching à ce moment-là, on l'impose pas, et puis c'est un processus, hein. On va apprendre avec la personne, puis plus qu'on discute avec la personne, plus qu'on l'apprivoise aussi, peut-être qu'il est pas prêt au jour 1, mais qu'au jour 45, il va être prêt. Donc, non, je comprends. Le fashion, c'est pas juste comment la personne agit, mais c'est aussi, comme vous dites, dans le style vestimentaire. Exactement. C'est important aussi l'apparence. Enfin, ce serait mentir que dire le contraire. Je sais bien qu'aujourd'hui, là, on essaye de dire que l'apparence, ça compte plus et tout ça. Mais... Non, c'est extrêmement important. Là, on te l'accorde à 100%. Mais en fait, moi, l'affaire, c'est plus comme, tu sais, toute la question du style et ça. C'est pas un peu subjectif aussi, des fois. Comme je comprends que tu peux t'habiller mal, objectivement aussi, mais dans un certain degré, il doit avoir un peu de libre arbitre, là, la personne. Mais bien sûr. Il faut que le style de la personne ressemble à la personne. Mais quand je dis plus au niveau style, c'est faire attention de mettre des vêtements qui vont bien aller avec une forme de corps. C'est de mettre en valeur la personne. C'est pas forcément d'être à la dernière mode. Non, exactement. C'est comme, tu sais, si t'as une forme de corps comme... D'une certaine manière, c'est peut-être mieux de mettre certains vêtements qui vont te flatter, puis de faire attention à... Ça va avec la game de la séduction. Enfin, je pense qu'on va en parler après, mais ça va avec ça. Dans le fond, comment est-ce que tu gères les attentes de tes clients quand celles-ci sont irréalistes? Alors, les attentes des clients, comme on le disait un peu plus tôt là, si c'est trop irréaliste et j'essaye toujours de gérer avec les clients dès le portfolio s'ils commencent à faire ce que j'appelle la liste de courses, qu'ils arrivent avec 800 critères, mais des choses comme par rapport, comme moi je mange 8 repas par jour, je veux que la personne mange 8 repas par jour aussi. Ça, c'est vraiment trop précis. Puis c'est un exemple sorti de nulle part, mais c'est le genre de critères que je vais le dire directement au client. C'est pas quelque chose de recevable. Puis tu sais, je lui explique aussi comment le processus va se passer. Encore une fois, c'est personnalisé, je vais lui expliquer en fonction de lui, de ce qu'il recherche, etc. Mais si les critères sont trop poussés et que le client n'a pas la souplesse d'esprit, comme on le disait, on prendra pas le mandat, parce qu'on veut pas prendre un mandat qu'on n'est pas capable de remplir. Et quand je dis remplir, je dis pas comme faire forcément un couple à la fin, c'est comme il faut qu'on soit, en fait, je manque un peu de mots, c'est un peu difficile d'expliquer ça là, mais il faut qu'on soit capable de lui présenter des personnes qui vont lui correspondre, à qui va correspondre, et pour faire ça, on peut pas accepter n'importe quel critère. Ok, je comprends. Puis aussi, là, tu parlais de tes mandats. Ça, c'est hors qu'est-ce qu'on avait préparé, mais ça prend combien de temps, généralement, terminer un mandat avec un client? Puis je sais que ça varie grandement entre les clients, certainement, là, mais... ça, tout dépend du type de mandat. En fait, les mandats, c'est en fonction des contrats, mais ça, c'est vraiment en fonction de ce que les gens recherchent et de ce qu'ils ont à offrir également. Puis ça dépend, mais je dirais que le mandat classique, c'est un mandat de 12 mois illimité. Donc ça prend 12 mois à aboutir à un mandat. OK. Est-ce que c'est indiscret de demander ça coûterait combien pour avoir ces services-là pour un 12 mois, le contrat? Je sais pas si c'est que ça dépend. Ça dépend d'énormément de facteurs. Attentes, je suis pas capable de dire un prix parce que ça déjà c'est pas mon travail. Puis en plus de ça, pour vrai ça dépend. Ça dépend encore une fois de qui tu es et de ce que tu recherches. Tu sais, je veux dire, si tu habites en Polynésie, que tu veux absolument rencontrer à Montréal, puis comme tu veux absolument t'inscrire dans notre agence, mais les prix peuvent être très dispendieux parce que c'est très difficile. Déjà, t'as pas la citoyenneté ici. Il faut trouver, si tu veux rencontrer juste un Québécois, faut trouver un Québécois qui va être ouvert juste à un Polynésien ou à une Polynésienne. Tu sais, je te donne vraiment un exemple comme sorti nulle part là. Exact. Puis, tu sais, ça, tout est au ratio de ce que tu as à offrir vers ce que tu recherches. C'est l'offre et la demande, et ça s'applique partout et dans nos services également. Puis là, tu as dit Polynésie, mais y a-tu vraiment des clients qui viennent loin ou c'est vraiment juste des clients à Montréal que vous avez? Il y a des clients qui viennent de loin, oui. OK. Ouais, je disais Polynésie, là, mais c'est comme... Ça peut venir en dehors de Montréal. Oui, je comprends. Mais j'ai déjà répondu à des appels téléphoniques de gens qui n'habitaient pas à Montréal, qui voulaient venir, qui souhaitaient s'inscrire pour rencontrer quelqu'un à Montréal. OK, intéressant. Dans le fond, là, je voulais rentrer dans la section où est-ce qu'on parlerait un peu des comportements par démographique, genre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Alors, chez les candidats masculins hétérosexuels, c'est quoi les red flags quand tu fais une analyse de dossier? Les red flags, OK. Les red flags des candidats, j'avais pris des petites notes que je vais lire en même temps. Je dirais que déjà, les hommes qui sont pas galants,
c'est pas winner dans 100% des cas. Même si on est dans une société qui est plus égalitaire et tout ça, et qu'on s'entend que tous nos clients sont indépendants, autonomes et n'ont pas besoin de quelqu'un, c'est sûr que c'est super important que les hommes soient galants. Tu sais, c'est comme... Quand t'invites une fille à prendre un café, là, tu lui payes le café. C'est comme, ça va de soi. Il y a quand même des standards old-fashioned qui restent et qui sont winners. Right. Même en 2020, c'est ça que je trouve avec la société et la culture qu'on a en ce moment, c'est quand même intéressant que vous poussez ces valeurs-là. Bah pour vrai, c'est quand même le fun, tu sais. Mais c'est sûr. Comme, ça va dans les deux sens. J'imagine que tu vas me poser la question dans l'autre sens par rapport aux femmes après. Puis je vais te répondre, écoute, même en 2020, les femmes qui mettent pas la féminité de l'avant, c'est pas winner non plus, tu sais. Fait que c'est sûr que si les hommes recherchent une femme féminine puis qui va jouer la démarche de la séduction, la game, ben, il faut qu'ils soient capables d'offrir la même chose en retour. Fait que c'est sûr, c'est ça. Puis dans les deux cas, parler de son ex aussi, c'est pas winner. Ouais, c'est je présume que ça part pas la date fort. Ça crée des mauvais vibes dès le début. Ouais, c'est ça. 100%. OK. Dans le fond, tu parlais de galanterie. On va aller à la question des femmes après, là, puis tout ça. Mais est-ce que aller chercher une fille sur la première date, c'est too much en tant que gars hétérosexuel masculin? Ben, faut que tu gages ce que la fille est... Il faut que tu gages aussi l'énergie de la fille. Comme, est-ce qu'elle va être ouverte à ce que tu viennes la chercher, ou est-ce qu'elle va trouver ça too much puis creepy, elle va avoir peur que tu vois que t'es devant chez elle. Tu sais, fait qu'il faut que tu vois en fonction d'elle, que tu sizes l'énergie. Là, je peux pas te dire que c'est too much ou pas. Je trouve que c'est une bonne initiative de lui proposer, mais il faut que tu sois à l'écoute de genre ce que elle est ouverte. Parce que j'avais posé la question à plusieurs filles, puis il y avait l'air d'avoir un sens commun. Genre, les réponses étaient différentes. Là. C'était ou oui ou non. Exactement, puis ça revient un peu à la galanterie dont tu discutais avant. Donc maintenant, pour les femmes hétérosexuelles, quels sont les red flags? Là, on avait parlé de la féminité. OK, donc la féminité. La féminité, ça c'est vraiment le plus important. Puis des fois, je le vois, ça m'arrive de le voir. Les gens pensent que c'est acquis, qu'il n'y a pas besoin de le faire, que comme ils vont rencontrer quelqu'un, puis la personne va m'aimer comme je suis. Mais ça pour les hommes aussi, ça arrive. Mais ça fonctionne pas. Non. Donc, il faut avoir un genre d'esprit critique envers soi-même à un certain point pour je pense que progresser tout le temps. C'est ça. Dans la vie en général, mais ça s'applique également dans le dating. On n'est jamais assez trop bon ou au bon niveau. Là. Exact. Puis c'est vraiment cette game de la séduction. Tu sais pas ce que l'autre pense. Si l'autre personne en face te plaît, t'as envie de lui faire une bonne impression. Fait que tu veux pas arriver là habillé avec des guenilles. Enfin, je donne. Non, c'est ça. Voilà. Je sais pas si c'est mal perçu ce que je dis. Puis également, on va parler de ça, mais au niveau de la communauté homosexuelle, parce que là, on s'entend, c'est une démographique qui a une culture un peu différente, je pense, intrinsèquement. Donc, c'est quoi les red flags dans la communauté homosexuelle? On va partir chez les gars, les gars homosexuels. Je te dirais drôlement pour les gars ou les femmes, les hommes ou les femmes, pardon. Okay, ça revient un peu. Ça revient un peu au même. Je dirais que c'est sûr qu'il y a ce même esprit de jouer la game de la séduction, parfois qui est pas nécessairement là, mais aussi il y a quelque chose qui est se dévoiler trop au téléphone. Pour vrai, il parle trop au téléphone, puis faut aller à la rencontre. Surtout dans la démarche que nous on prône avec l'agence, il faut aller à la rencontre. Ça sert à rien de se parler au téléphone. Tu vas pas apprendre mieux à connaître la personne. Puis est-ce que vous leur recommandez de ne pas faire d'appel téléphonique avant la rencontre? Que ça soit très court en fait. Parce que comme on peut avoir encore une fois l'idée du préjugé comme on l'a avec la photo, mais avec la voix ça donne aussi un peu l'autre. Exact. OK, je comprends. Il faut que les gens se téléphonent là, mais il faut que ça soit très court. OK. Dans le fond, là, je t'avais posé plus tôt, c'est quoi qui fait un bon matchmaker? Qu'est-ce qui fait un bon candidat? C'est ça. Qu'est-ce qui fait un bon candidat? Je dirais vraiment genre la souplesse d'esprit. Comme l'ouverture d'esprit. Ouais, exact. En fait, déjà, quand tu fais la démarche de venir vers une agence de rencontre et que tu fais pas affaire avec une application ou un site, tu sais, comme les méthodes classiques, entre guillemets, même si c'est bizarre de dire ça, de rencontre, il faut que tu aies de l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire que tu viens pas ici pour magasiner quelqu'un. Nous, on fait personne sur mesure. Si tu viens vers une agence de rencontre, il faut que tu sois prêt à ce qu'il y ait certains de tes critères
sur lesquels on va travailler. Parce qu'un bon match, un happy match, 100% des cas, c'est hors critères. Donc, ça marche pas de garder tous les critères, c'est trop long. Fait qu'il faut vraiment avoir de la souplesse d'esprit. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et être vraiment prêt à rencontrer aussi. OK, être prêt à rencontrer, je comprends. Dans le sens que, c'est ça. Mais est-ce que tu trouves que les exigences en général sont toujours très hautes en 2020? Quand les candidats vous arrivent avec un profil, parce que je veux dire, tout le monde veut un partenaire qui est beau, qui fait de l'argent, tout ça, puis vous travaillez avec une démographique qui est assez professionnelle, là. C'est des gens qui réussissent pour eux-mêmes dans leur propre vie, donc est-ce que tu trouves qu'il y a des fois... C'est-tu commun que les attentes sont vraiment irréalistes? Je réfléchis en même temps, là, parce que j'ai réfléchi à quel point c'est irréaliste. Je pense que oui, c'est commun dans le sens où je pense que les gens, mais même en dehors des gens qu'on représente dans la vie en général, je pense que les gens se surestiment beaucoup et personne n'a la véritable image de soi-même. Alors déjà, à partir de ce moment-là, c'est sûr que les gens ont parfois des attentes irréalistes. T'as dit que les gens se surestiment beaucoup? Ouais. OK. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi, selon toi? Mais parce que personne se voit dans le miroir. Tu sais, comme personne... c'est pas juste par rapport à l'apparence. Là, quand je disais dans le miroir, c'est juste comme pour donner une image. Mais c'est parce que vraiment, les gens ne... En fait, c'est impossible de se voir soi-même de l'extérieur parce que tu peux pas être objectif, t'es impliqué dans toi-même, puis tu penses dans ta tête, fait que c'est impossible. Comme moi, je suis pas capable, vous êtes pas capable, c'est impossible. Fait qu'à partir de ce moment-là, mais tu sais, je dis se surestime, mais il y en a aussi à l'inverse qui se sous-estiment. Je comprends. Mais je dirais que c'est plus courant de se surestimer et encore plus à l'époque des selfies. Donc, on est un peu prisonnier de notre propre perspective dans la vie. Là, exactement. Je voulais savoir, dans les démographiques, c'est laquelle qui est la plus facile à matcher et pourquoi? C'est les jeunes. Les jeunes? Ouais, vraiment. Parce qu'ils ont moins de critères. Puis ils sont beaucoup plus souples d'esprit. Puis aussi, quand ils viennent vers nous, tu sais, c'est des générations qui ont quasiment connu que les applications, etc. Fait qu'ils viennent vers nous, ils savent que c'est une démarche différente. Ils ont vraiment envie que ça aboutisse. C'est pas des gens désespérés, là. Des gens qui ont plus le goût d'être sur les réseaux sociaux, qui ont envie d'une relation sérieuse puis que ça aboutisse. Puis c'est pour ça qu'ils viennent vers nous, fait qu'ils sont beaucoup plus souples d'esprit, ils nous font confiance et ça c'est hyper important aussi. Tu sais, les clients qui viennent puis qui font pas confiance à leur matchmaker, c'est vraiment dommage parce que nous on est vraiment là pour les aider puis il faut que les gens nous fassent confiance. C'est une attitude un peu toxique en général. C'est contre le but de venir c'est contre-productif. Tu viens chercher de l'aide mais tu fais pas confiance à ton spécialiste. Mais j'allais demander dans le fond la démographique la plus difficile à matcher, mais tu as dit les personnes plus âgées. Règle générale. Ils ont plus de en fait, je présume, parce que là, tu as dit les jeunes pour plus facile, donc je sais pas. Après, tu sais, il y a les jeunes, puis il reste une grosse tranche d'âge après. Fait tu sais, ils sont pas tous difficiles à matcher, vraiment pas. Et je dirais que même dans les jeunes, il y a une partie de la démographie qui est difficile à matcher, et je résumerai juste ça. Ça revient exactement à ce que j'ai dit avant, c'est les gens bornés. Les gens bornés qui se surestiment sont très très difficiles à matcher parce qu'ils arrivent avec la liste de courses puis ils veulent rien qui déroge parce qu'ils se connaissent entre guillemets trop bien. Mais tu sais, si t'arrives là puis que tu dis ok, moi je veux puis je mérite, je vais parler par exemple pour une femme là, comme je veux juste un gars de 6 pieds, athlétique, je veux qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit blond, je veux qu'il soit médecin. Donc sur ta courbe normale des personnes, t'es rendu dans le 1%. 90, c'est le 1%. Là, fait mais c'est juste... tu matches dans ce bassin-là. C'est juste que même sans parler de pourcentage là, de 1%, c'est que quand tu as une idée précise en tête de ce que tu veux, c'est impossible parce que c'est un fantasme. Tu comprends? Genre si tu visualises quelque chose que tu veux vraiment, c'est déjà ce que tu visualises, ça n'existe pas forcément là. Parce que souvent, est-ce que ça marche aussi de matcher du monde qui sort des critères comme est-ce que c'est en tant que matchmaker, il y a des occasions où je comprends pas trop la question. Comme est-ce que quelqu'un qui a certains critères, est-ce que c'est plus attirant de le placer avec quelqu'un qui lui ressemble ou est-ce que des fois vous sortez à l'extérieur des critères puis vous pensez que c'est un bon match? On sort à l'extérieur des critères et on pense des fois que c'est un bon match puis des fois ça fonctionne très bien, des fois ça arrive que ça fonctionne pas aussi. C'est comme nous on n'a pas la science infuse non plus, on respecte les critères, on fait attention à la chimie, à l'apparence physique des gens qu'on met ensemble. Mais tu sais, c'est sûr que parfois deux personnes, quand ils se rencontrent, peut-être que la chimie passe pas.
Ça peut arriver, mais oui, on sort en dehors des critères. Et puis, comme je le disais plus tôt, là, 100% des happy match, c'est des matchs hors critères. OK. Donc, le dicton qui se ressemble, s'assemble, c'est pas nécessairement vrai, dans le fond. Là. Oui, ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai aussi. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Du cas, exact. Ça dépend du cas. Mais pour vrai, chaque humain est différent, là. Fait que je peux pas vraiment tirer une généralité dans le sens où, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis, dans le fond, c'est ça le but de votre entreprise aussi, c'est de le prendre au cas par cas. Donc, pas faire de généralité. Cool. Dans la communauté homosexuelle, on fait souvent référence à des rôles quand on décrit l'apparence physique. Donc, tu sais, on dit des bears, des pandas, des fois pour les hommes asiatiques un peu plus costauds, tout ça. Je savais même pas ça. Non, OK. Ouais, il y a ces types de références dans les jeux sexuels puis tout ça. Okay. Est-ce que c'est possible de faire du matchmaking dans la communauté homosexuelle aussi facilement sans les photos qui appuient, dans le fond, le physique? Ben, je te dirais que dans la plupart des cas, dans cette communauté-là pour qu'on représente, ils veulent des photos. Okay, puis on les match avec photos. Ah ouais? Okay. Donc le processus est différent. Le processus est différent. Par contre, on a une branche VIP de Entre Hommes qui fonctionne comme intermezzo, donc avec des portfolios qu'on fait, on rencontre le matchmaker, etc. En fait, dans les deux cas, on rencontre le matchmaker, mais tu sais, c'est plus approfondi. Et là, c'est des matchs sans photos. Et donc, on peut même contacter des clients qui sont avec photos pour des matchs sans photos, mais c'est pas... c'est plus comme le VIP en fonction de lui, etc. Mais ça fonctionne mieux. OK. Puis, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'une relation dure après la première rencontre? Attends, j'avais pris des petites notes là-dessus parce que je voulais... OK. C'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la chimie. OK, ça, c'est hyper important. Et ça, c'est dépendant des gens quand ils vont se rencontrer. Mais c'est aussi la volonté que ça fonctionne. Je comprends. Ça arrive qu'il y ait du monde qui arrive puis ils ont vraiment... un aspect négatif, comme une perception négative ou ils sont péjoratifs par rapport à la situation. Ils font du coaching pour changer leur perspective. Exactement. Puis aussi, c'est ça la volonté que ça fonctionne. Il faut que les gens soient positifs, puis qu'ils écoutent aussi le coaching qu'on leur a donné. C'est exactement ce que tu dis. Comme si, par exemple, sur la première rencontre, on a entendu... qui parlaient de leurs ex ou qu'ils avaient des propos, par exemple, moins positifs, etc., c'est sûr qu'on va leur faire un petit accompagnement en leur disant « Écoute, c'est sûr que ça, c'est pas séduisant, puis il faut pas aller dans cette ligne-là si tu veux faire une bonne impression. » Fait que ça fait partie aussi de... Donc, parce que dans le fond, là, après la date, c'est les deux candidats qui vous appellent pour donner la rétroaction. Exactement. Donc, c'est pour ça que vous pouvez faire du coaching au temps précis, parce que vous avez le feedback de la personne qui était là, tangiblement. Mais après, on respecte aussi la confidentialité. Hein. Tu sais, par exemple, si je te parle à toi, puis que toi, tu m'as donné du feedback sur lui, et c'est sûr que je vais pas te dire précisément ce que tu m'as dit. En même temps, ils doivent s'en douter à un certain point. Chacun le sait, parce que chacun donne sa rétroaction, mais je dirais jamais précisément, sauf dans le cas où il y aurait quelque chose de grave qui se serait passé. Comme quelque chose de grave, c'est relatif, là on travaille pas au 9-1, mais quelque chose de grave relativement, genre à l'agence ou à sa démarche, c'est sûr que là on va... Est-ce que c'est déjà arrivé quelque chose de grave? Je sais pas si ça c'est hors que vous devez intervenir. Je donnerais pas d'exemple parce que ça briserait la confidentialité, comme s'il y avait un client qui regardait ça, je voudrais pas qu'il voit que je cite ce qui s'est passé. Mais oui, c'est déjà arrivé des choses graves, relativement, avec des grandes guillemets autour, relativement graves. Mais oui, c'est déjà arrivé qu'on doive, après le premier rencontre, dire au client, écoute, il faut qu'on t'accompagne, il faut qu'on te coach parce que là, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Fait que ça fait partie de votre job vraiment d'intervenir dans toute situation puis que vous assurez la sécurité des deux parties. Mais je parlais pas de sécurité quand je disais grave. Pas dans ce sens. Non. Vraiment plus au niveau comportemental. Exactement. OK. Dans le fond, est-ce que vous décidez des lieux de rencontre des personnes quand ils vont en date? Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Comment est-ce que vous proposez des idées pour matcher, dans le fond, les préférences d'une personne ou de l'autre? Comment ça fonctionne? Non, c'est pas nous qui organisons la date, là, c'est les gens qui organisent la date eux-mêmes. On leur donne le numéro de téléphone respectivement ou à l'homme directement. Et puis, à partir de ça, c'est l'appel téléphonique qui sert à organiser ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'appel téléphonique doit être court. C'est parce que c'est l'appel téléphonique qui sert à organiser
la rencontre. Ouais, mais dans le fond, si la personne a genre des pet peeves ou quelque chose qu'elle aime vraiment pas faire, est-ce que vous lui dites C'est quoi des pet peeves? Comme un dédain ou quelque chose que la personne aime vraiment juste pas faire. Si on va dire la personne, elle aime vraiment pas ça, aller prendre des marches en forêt. Mais est-ce que tu vas le dire à l'autre candidat, tu sais, ce serait pas une bonne idée d'aller faire ça? Une marche en forêt, c'est pas ça qu'on conseille pour la première date. Ouais. C'est un exemple, c'est un exemple overall. Ouais. Non, mais c'est parce que, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait précédemment là par rapport à la féminité et tout. Si tu veux que la fille, elle ait l'air un peu cute, c'est compliqué là. Si elle est habillée full sport avec des grosses souliers de rando, là, tu sais, c'est moins le fun. Mais voilà. Ok, je comprends. Fait qu'en général, c'est quand même des classiques de on va boire un verre, on prend un apéro, viens boire un verre dans ma cour. Ouais, le classique. C'est exactement, on va au restaurant, etc. Après, nous, on conseille pareil que la première rencontre, ça reste assez court. Ok. Mais... Court, c'est quoi? Ouais, c'est ça, court. C'est genre 1h30, 2h. Ah ouais? Ok. Puis 2h, c'est large encore. Mais c'est parce que déjà, il y a 2 facteurs à ça. Ouais. Si t'aimes pas la personne quand tu la rencontres, t'as pas envie que ça dure plus longtemps. Puis tu veux pas te retrouver pogné dans une situation où la date elle va durer 5 heures, puis tu vas écouter l'autre parler et ça va être fatigant. Je pense que ça sonne du déjà vécu pour tout le monde. Et le deuxième facteur à ça, c'est que si la chimie est là, faut garder un petit peu de mystère puis l'envie de se revoir, tu sais. Ouais, ok. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a vraiment comme... Est-ce que comme si moi j'arrive à une date avec quelqu'un, est-ce que je set vraiment un deadline, comme après 2 heures, on arrête ou... Mais non, faut y aller avec le flow aussi, tu sais. C'est sûr qu'il faut y aller avec le flow. Mais si ça va bien, vous leur proposez de continuer ou c'est vraiment de... En fait, là, c'est un peu... ça sort un petit peu du contexte, là, mais il y a des stades relationnels aussi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'à une première date, si tu brises tous les stades relationnels, c'est compliqué aussi parce qu'il faut garder un peu de mystère et tout ça. Enfin, une relation, ça se bâtit pas de nulle part. Et encore, je dis ça, là, j'ai pas la science infuse, puis ça veut pas dire que ça s'applique dans 100% des cas. Mais c'est juste qu'en général, il y a des stades relationnels, puis c'est mieux de les respecter. Et à la première date, on apprend à faire connaissance. Et rester 5 heures, 6 heures, 8 heures avec quelqu'un, une première rencontre, c'est sûr que tu vas être à un moment donné, X ou Y, amené à parler de tes ex, de ton passé. Un truc qui n'est pas positif. Puis la personne ne veut pas entendre ça parce que justement, ça pourrait apparaître comme un red flag alors que ça n'en est pas un, tu sais. Puis, dans le fond, tu as souligné quelque chose de super cool qu'on n'avait pas mis dans notre liste, mais les stades relationnels, est-ce que tu pourrais aller juste un petit peu plus en profondeur? Parce que je trouve que c'est super intéressant. C'est long à parler, donc je vais juste comme effleurer le sujet là. Mais c'est comme quand tu apprends à découvrir la personne, tu sais, les stades, je dis ça, je vais pas faire chapitre 1, stade 1, mais c'est comme les gens apprennent à se connaître, apprennent à se connaître. Donc ça doit rester en surface, etc. Tu sais, il faut attendre aussi avant de parler de choses trop personnelles. Faut pas forcément rentrer dans les détails, enfin, c'est pas conseillé. Et plus tu avances dans la relation, plus aussi que tu peux te confier à la personne. Puis il faut aussi faire attention que ces stades relationnels-là, tu peux voir si tu peux être ami ou si ça va aller vers une démarche de séduction, s'il y a un potentiel amoureux. Donc c'est le premier feeling. Exact. Ok, je comprends. Exact. C'est ça. Est-ce qu'en tant que matchmaker, vous proposez votre meilleur candidat dès le premier coup? Si oui, sinon, pourquoi? Alors ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend beaucoup des clients qu'on a en face de nous, parce que si on sent que c'est des clients un peu... j'emploie des mots un peu... Enfin, j'emploie des mots là, mais si c'est des gens qu'on sent comme un peu éternellement insatisfaits ou FOMO, Fear of Missing Out, présenter le meilleur match au premier coup, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il va se dire oh waouh, ce match est trop cool, c'est sûr que le prochain va être mieux, je veux voir. Puis ça va aussi avec cette habitude de catalogue qu'on a en ce moment, tu sais, swipe, il y en a plein, mais dans la vérité, c'est que des bons matchs, un bon match, là, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, il y a des bons matchs, mais un bon match où il va y avoir de la chimie, mais je pense que vous êtes capable de le savoir aussi, là. Non, ça court pas les rues, la personne, que t'as les atomes crochus. Exact, que t'as les atomes crochus, qu'il y a la chimie, que ça clique, que genre tout est en ligne, tu sais, c'est comme... Fait que ça dépend vraiment des gens. Si on sent que les gens sont prêts, on peut le présenter au premier coup. Si on sent que les gens sont un peu genre... comme éternellement insatisfait, comme on va peut-être attendre un petit peu. Non, mais je le comprends, tu les gagnes avec la personne. Ça, c'est vraiment un processus, puis un travail aussi avec eux. OK. Est-ce que ça arrive des fois que la personne, après qu'elle se fait matcher, là, comme tu dis, on va dire, tu avais un candidat, tu penses que le feeling était bon, tu l'amènes voir ton number one pick, puis là, ça marche pas parce que la personne est FOMO, Fear of Missing Out, elle s'en va avec les prochains candidats, puis elle réalise... Peut-être que j'aurais dû revenir avec la première personne. Est-ce que ça arrive des fois que vous rematchez une personne avec quelqu'un qui avait déjà passé en date? J'imagine qu'on pourrait le faire, mais tu sais, la personne est aussi libre. C'est déjà arrivé que des clients nous fassent part
Enfin, moi, personnellement, que des clients me fassent part, OK, j'ai rencontré cette personne-là, j'aimerais vraiment ça, revisiter ce match-là. Peux-tu, quand tu auras l'occasion de parler avec la personne, vérifier si la personne est ouverte? Fait que je peux vérifier si la personne est ouverte. Et après, s'ils veulent revisiter le match, c'est à eux de se contacter puis de vérifier les choses. Moi, c'est plus un rôle de messager, comme vérifier d'un côté. Fait que c'est une demande que le client doit faire, mais vous voyez, dans le fond, d'autres possibilités, c'est ça que vous amenez au client. Ouais. C'est aussi s'assurer que les deux côtés soient corrects avec la chose, de ce que je comprends. Donc, les deux côtés du match soient partants pour revenir. Oui, tout à fait. Mais je peux pas le faire si l'autre partie veut pas revoir la personne. Enfin, on va pas forcer les choses. OK, je comprends. À quel moment est-ce que le dossier d'un client est-il perçu comme complété ou terminé? Parce que je pense avoir entendu dans le fond qu'il y avait des clauses que si, on va dire, ça marchait pas, un couple commence à se former, il dure un certain nombre de temps ensemble, puis là, il y a une rupture, que vous êtes encore dans la game, en d'autres mots, là, que vous êtes encore en train de leur offrir un service. Ben, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment plein de mandats, plein de contrats différents, fait que là, ça dépend vraiment d'énormément de choses. Ça dépend déjà du contrat aussi, comme le mandat est complété quand le mandat contractuel prend fin. Ça, c'est comme la réponse la plus claire que je peux te donner. Là, il faut que le mandat contractuel prenne fin. Ça dépend après du mandat que la personne a. Donc, c'est tout établi au début. Là, exactement. Pour s'assurer qu'il y a oui, c'est bien clair. C'est bien clair. Puis c'est une date... c'est temporel ou c'est comme un milestone? Ça dépend. Vraiment, il y a une foultitude de contrats différents parce que, encore une fois, on est une agence personnalisée, donc on s'adapte vraiment aussi à nos clients. Aux spécificités. Exactement. OK, je comprends. Fait que c'est ça, je peux pas vraiment te le dire. Pour vrai, c'est vraiment contractuel. Comme quand les gens s'inscrivent, OK, le contrat, il est clair. C'est très bien expliqué ce que les gens achètent comme service. On est très clair là-dessus, puis voilà. Ça prend fin quand ça prend fin, contractuellement. Voilà. On va arriver dans la partie feu de la discussion. C'est quoi la différence? En fait, la section C, c'est quoi la différence entre vos services et celles des applications de dating modernes, Tinder, Bumble et tout? La première question que j'ai à te poser, c'est en quoi est-ce que tes services diffèrent-ils de ceux qui sont offerts par celle-ci et comment? OK. Il y a plusieurs points. J'avais noté des petits points par rapport à ça, fait que je vais lire un peu mes notes aussi pour pas oublier. Déjà, le premier point, c'est qu'il n'y a pas cet esprit catalogue. Parce que, comme je reviens à la question des photos, là, nous, c'est pas un catalogue de photos que tu vas tourner dans l'infini les pages, puis genre te dire « Oh, la prochaine sera toujours mieux. La prochaine sera toujours mieux. » Puis comme je veux toutes les voir, tu sais. C'est comme, OK, c'est pas du tout ça le but de notre agence. Nous, c'est vraiment de comme matcher des bons profils qui fonctionnent ensemble, qui semblent fonctionner en fonction de leurs attentes respectives ensemble. C'est ça. C'est pas mal ça. Okay. Après, il y a aussi... c'est ça, c'est un service personnalisé, c'est des matchs de qualité. Après, il y a aussi que les informations sont vérifiées. Ça, c'est une différence aussi avec les réseaux sociaux. Enfin, tu peux pas vérifier l'âge de la personne, tu peux pas vérifier les informations qu'elle donne. Ça, c'est des choses que nous, on vérifie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est différent. Puis je pense que c'est ça aussi qui plaît aux gens, tu vois. Je pense aussi, si je ne m'abuse, que vos services à vous, votre but, c'est de terminer le contrat. L'application, eux, c'est de te garder sur l'application le plus longtemps qu'il y a possible. Oui, 100%. Parce que tu sais, si nous, en bout de ligne, si la personne est contente, satisfaite du service, il va en parler en bien. Puis ça va amener d'autres clients au bouche à oreille. Puis si les gens sont en happy match, mais c'est sûr qu'ils en parlent dans leur entourage, en tout cas on l'espère. Et puis c'est sûr que ça fonctionne beaucoup plus pour nous. Je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce que le bouche à oreille, c'est votre façon de faire du marketing numéro 1? Pour amener des clients dans votre bassin, est-ce que c'est surtout par le bouche à oreille ou est-ce que c'est beaucoup par... puis ça, peut-être, Joanne, tu pourrais mieux répondre. Là. En fait, la majeure partie de nos clients, je vous dirais, c'est 75% vraiment marketing, Internet. Mais 25%, c'est des références. OK, c'est un très bon pourcentage, là, en fait. Là, donc, c'est ça. Ça vient de gens qui ont rencontré ici. Ça pourrait être plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avouer qu'ils ont rencontré ici, donc ils n'en parlent pas. Mais ceux qui en parlent, il devrait faire beaucoup de gens. OK. Puis, dans le fond, dans les matchs que
tu as fait au cours de ta carrière qui ont été positifs? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de garder des liens avec ces personnes-là par la suite quand c'était terminé? Ben, c'est sûr de façon positive. Là. Oui. Ben, c'est sûr qu'on garde des liens, entre guillemets, parce qu'on continue de faire des suivis avec eux quand les gens ont envie d'en faire auprès de nous aussi. Puis ça, c'est bien important aussi. Ouais. Après, est-ce que... il y a des liens plus profonds qui sont tissés, non. Et puis je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses dans le sens que je tisse des liens avec les clients parce que j'ai envie d'apprendre à les connaître pour pouvoir faire mon travail. Ouais. Par contre, je pense aussi qu'il faut savoir comprendre la limite entre professionnel et personnel et comme je le disais tout à l'heure, pas mélanger les deux non plus. C'est sûr. Tu sais, je dis ça, je suis pas à l'abri que peut-être qu'un jour que je vais rencontrer une cliente puis hop, ça va devenir une super amie, tu sais. Mais c'est important quand même de conserver cette distinction-là. Dans le sens où oui, je suis amicale avec eux, puis ils le sont avec moi, on apprend à se connaître, je les aide dans leur processus, mais... Non, mais c'est la posture qu'il faut que tu adoptes en faisant ton travail pour garder ce niveau de professionnalisme, je pense. On va arriver dans la dernière section de notre entrevue, qui est sur le dating moderne. C'est peut-être que Joanne aurait été un peu mieux équipée pour répondre à ces questions. Ben, la première question, vu que c'était elle qui s'est procuré Intermezzo, mais au travers du développement de votre entreprise, on a vu un changement massif dans la démographie qui participe. En 1996, quand ça a commencé, il y avait peu de candidats entre 20 et 30 ans environ. Puis là, comme on l'a mentionné plus tôt dans la discussion, c'est rendu quand même un bon pourcentage des personnes. Puis c'est grandissant de plus en plus avec les années. À quoi attribuerais-tu ce changement? Tout simplement aux applications. Plus il y a d'applications, plus on a de clients. C'est parce que les gens sont pas contents. Les gens sont écœurés. OK. Mais déjà, les gens sont écœurés. Ça a du sens. Puis ça a rien à voir avec le désespoir là. Vraiment rien. C'est que les gens ont le goût de trouver une relation sérieuse. Puis ça prend beaucoup de temps là. De magasiner en ligne. Pour être honnête avec toi, j'ai réactivé Tinder il y a 2 jours avant l'entrevue justement pour comme voir un peu, pour pouvoir en parler. Puis pour moi personnellement, c'était terrible parce que c'est comme tu vois que c'est rendu sur Tinder, tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui t'ont liké ou tout ça, mais là, t'es en train de swiper, puis là, ils disent « Ah, ben genre, si tu te procures pas la subscription plus, Gold ou Platinum, genre, les chances que nous, on te mette la personne qui t'a liké face à toi, genre, sont réduites. » Ah ouais, je le savais même pas, ça. Mais c'est rendu, là, ils ont c'est ça, genre, de qu'est-ce que j'ai compris dans les 2 derniers jours, c'est que là, ils sont rendus avec un subscription Platinum, puis genre, j'ai juste regardé pour voir, puis c'était comme quelque chose, genre 50$ par mois, je sais pas, là. Sérieux? C'est vraiment, vraiment, vraiment fou. Puis là, j'étais comme, my God, là, c'est vraiment, en tout cas, j'avais mon opinion par rapport à ça, je trouvais que c'était pas super cool, mais... Non, vraiment pas. Mais je tentais à dans le fond, partager ça, parce que je trouve avec la discussion qu'on a eue, puis tout ça, ça a du sens. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est un peu plus personnalisé. Est-ce que vous encouragez, dans le fond, vos clients à sortir de ces applications-là? Est-ce que c'est quelque chose de toxique? En fait, avant même ça, est-ce que quand quelqu'un vient et c'est votre candidat, est-ce que vous le forcez à ne pas aller sur ces applications-là? Non, vraiment pas. Ils peuvent le faire en... Oui, bien sûr. Puis, en fait, tu sais... Comme je le disais, comme je l'ai répété plein de fois là, vraiment, devenir membre chez Intermezzo, c'est un processus, ok? Mais le but en bout de ligne, c'est de rencontrer quelqu'un qui te correspond. Moi, j'espère sincèrement que la personne qui correspond au client, c'est moi qui vais lui présenter, comme ce serait vraiment cool pour l'entreprise, je serais vraiment contente. C'est du self-satisfaction aussi, comme j'ai l'impression d'avoir fait vraiment un truc cool dans ma journée, puis là, c'est vraiment le fun. Mais en bout de ligne, je veux quand même que la personne rencontre, puis il faut qu'elle ait toutes les opportunités. Venir chez nous, c'est s'ajouter des opportunités qu'elle aurait peut-être pas eues sur les applications de rencontre, puis aussi ça lui économise du temps. Mais si la personne veut continuer d'aller sur les sites et les applications, bien sûr qu'il continue de le faire parce que la personne est célibataire, veut être en couple, puis tu sais, faut qu'il multiplie. On lui dit pas arrête de sortir dans les bars, c'est nous qui allons te présenter quelqu'un. Non. Ok, je comprends. Voilà. Autre question sociétale. Les statistiques en lien avec le divorce en ce moment sont à couper le souffle. Une grande partie des mariages canadiens finissent maintenant en divorce. Je pense que c'était proche du 50%. C'est quand même assez haut. Ah ouais, 50%? Mais c'est quand même rendu fou là, en 2020. Qu'est-ce qui explique ce changement selon toi? Bon, là, je réponds vraiment avec ce que je pense personnellement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'égoïsme chez les gens qui sont en couple. Comme les gens se remettent peu en question. Il y a vraiment un manque de compromis. Et je trouve que ça va de plus en plus avec la société dans laquelle on est. Comme les gens prennent plus le temps de parler aux autres, pensent plus aux autres, pensent qu'à eux. Et c'est exactement ça qui se passe aussi dans les couples. C'est qu'on prend pas le temps de regarder l'autre côté du miroir. On regarde juste soi, puis
sais, c'est très égoïste. Et c'est sûr que ça peut pas fonctionner parce qu'un couple sur le long terme, en bowling, c'est beaucoup de compromis. Puis si les gens sont pas prêts à faire des compromis, puis qu'ils veulent être 100% satisfaits, c'est sûr que ça marchera pas. Ok, je comprends. Fait que c'est une attente que tu suggères à tout le monde que rentrer en couple, c'est plus un travail de compromis, puis un travail à deux que être satisfait. Oui, 100%. Ouais. C'est sûr que c'est une job, là. Ouais, c'est ça. Ça a du sens. Mais je pense que c'est comme il y a la passion, mais après, il y a du travail. Ouais. Okay. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le dating moderne? Quelle est la démographie qui est la plus touchée, selon toi, par les réseaux sociaux et leur impact? Et pourquoi? Je pense que c'est les jeunes. Les jeunes? Ouais. Okay. Déjà parce qu'ils ont connu que ça. Okay. Puis ça revient aussi à ce qu'on parlait précédemment. Le fait d'avoir beaucoup plus de difficultés à tisser des liens sociaux naturellement, de manière organique, c'est sûr que ça touche une ça fait que les gens sont pognés des fois. Exact. Puis les gens savent plus jouer la game de la séduction. Comme les gars, ils osent plus cruiser parce que ça se passe que par les applications. La game de la séduction est plus là. Puis tout le monde se dit, la personne doit m'accepter comme je suis. Tu vois, ça résume un peu tout ce dont on a parlé au long de cette conversation-là. C'est ça tue la game de la séduction. Et les gens les plus touchés sont ceux qui n'ont connu que ça parce qu'ils n'arrivent pas à tisser des liens de manière organique, ce qui est d'ailleurs vraiment bien dommage. OK. Bon, sur ça, c'était extrêmement intéressant. Avant de quitter, peut-être, Joseph, je ne sais pas si tu avais eu d'autres questions ou d'autres réflexions. Moi, c'était pas mal ça. J'avais plus de questions sur peut-être les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est super important d'avoir un bon réseau social pour se trouver un match ou... Comment ça? Parce que, on parlait des photos là, tout à l'heure, que ça l'amène beaucoup de c'est pas la vraie réalité de qu'est-ce qu'on montre aux gens puis tout ça. Non. Est-ce que vous travaillez pour bonifier les genres de réseaux sociaux? Je présume que non, parce que vous ne faites pas le match avec les photos puis tout ça. Mais non, exactement. Est-ce que vous poussez la personne à être un peu plus impliquée en ligne puis tout ça? Parce qu'en 2020, je veux dire, c'est quand même important pour se trouver quelqu'un. Nous, ce qu'on fait auprès de nos clients, c'est qu'on les invite à cacher leurs informations en ligne. Cacher les informations. Ouais. Y a-t-il des raisons? Déjà, premièrement, c'est des raisons de confidentialité. Quand on présente les gens, on n'a pas envie qu'ils aillent se chercher sur les réseaux sociaux avant ça. Et puis ensuite de ça, c'est aussi parce que, comme vous l'avez vous-même dit quand vous m'avez posé la question, c'est une façade qui est bien souvent fausse. Donc ça sert à rien finalement de représenter ça en ligne, en tout cas pour les gens qui se tournent vers nous. Parce que nous, on veut que les gens se rencontrent en personne. Puis t'as beau être super top sur les réseaux sociaux, ça se trouve en vrai. Ça peut être. Quand t'es pas penché, ça marche pas pareil. OK. Bon, sur ce, on arrive à la fin de la discussion de l'entrevue. Est-ce que tu avais des remarques de fin? Est-ce que est-ce que t'as quelque chose à dire ou un encouragement à dire aux personnes qui cherchent un partenaire? Ça va bien aller. C'est ça. Puis venez nous voir si ça marche pas. Appelez-nous. Est-ce que vous pouvez, juste avant qu'on conclue, donner toutes les coordonnées puis les façons de vous rejoindre pour qu'on puisse les mettre à l'écran? Bien sûr. Alors, vous pouvez nous contacter sur le site internet, donc www.intermezzo.ca. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 514-278-9004. J'ai tellement l'impression de faire un jingle. Contactez-nous. OK. Et puis, par courriel, sinon. En fait, quand vous allez sur le site internet, il y a une manière de nous contacter par courriel. Puis, vous pouvez contacter si vous voulez travailler juste avec une matchmaker. Comme là, c'est moi, mais on travaille avec d'autres collègues. Fait que si vous voulez travailler juste avec une collègue, vous pouvez lui écrire également. OK, plus spécifiquement. Exactement. Je comprends. Alors, sur ça, on vous remercie beaucoup de nous avoir alloué le studio, premièrement, pour la discussion du jour. C'était super le fun. Merci de t'être prêté au jeu. Je sais que c'était un peu stressant, puis tout ça, parce qu'on est arrivé avec notre liste de questions. J'ai mon ordi. J'ai bien fait ça. T'as super bien fait. OK, parfait, on est cool. super satisfait des réponses qu'on a eues. Puis c'était une super discussion, donc on te remercie beaucoup. Puis à la prochaine à tout le monde. Bye! Oui.